Bienvenue dans ce numéro spécial de Rétrospective 2020. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021 et bien sûr une excellente santé. Ces formules de vœux sont habituelles, mais elles revêtent en ce début d'année un sens profond. Bien que cela paraisse un vœu pieux, nous avons toutes les raisons d'être optimistes pour notre avenir. La raison est toute simple. Nous avons la chance de vivre au XXIe siècle. Je ne vais pas vous parler du vaccin, car je suis parfaitement incompétent en la matière. Je vais vous parler d'économie. Sur ce sujet, des choses absolument incroyables se sont produites en 2020, parfaitement inédites. Le premier reportage que vous allez voir concerne l'extraordinaire réactivité des gouvernements et des banques centrales du monde entier pour le maintien du pouvoir d'achat. Sans cette action gigantesque, nous serions au plus mal aujourd'hui. Bien sûr, cela ne suffit pas pour assurer notre avenir, mais c'est un bon début. Voyez ce reportage présenté par Jean Bourguignon. Quel est le rôle d'une banque centrale ? Une banque centrale a un rôle majeur car elle garantit la stabilité du système bancaire et financier. Elle joue les trois rôles suivants. En premier, émettre de la monnaie et fixer les taux d'intérêt, notamment le taux directeur. La BCE prête de l'argent aux banques à ce taux directeur et les banques prêtent aux particuliers et aux entreprises à ce taux directeur plus une marge. Son deuxième rôle est qu'elle est le gendarme des marchés financiers. Elle s'assure de la solvabilité des institutions financières. C'est un rôle important pour éviter une faillite de tout le système financier, ce qui serait extrêmement dangereux pour les économies de la planète, donc pour nos vies. Son troisième rôle est qu'elle est prêteur en dernier ressort. Lors de la crise de 2008 par exemple, sans l'injection massive de liquidités aux États-Unis et dans le monde, le système bancaire aurait été complètement arrêté, ce qui nous aurait ramené du jour au lendemain à l'âge de pierre. Depuis la crise de 2008, la Banque centrale applique de plus en plus une politique dite non conventionnelle. En d'autres termes, elle utilise des outils dont on n'avait pas l'usage auparavant. Nous allons voir deux de ces outils. Ceux-ci ont permis le maintien du pouvoir d'achat en cette période de pandémie. Ce sont, en premier, l'assouplissement monétaire et en deuxième, l'hélicoptère money. La Banque centrale achète massivement les obligations d'État qui se trouvent dans le bilan des banques et leur verse des liquidités. Ces achats d'obligations ne sont pratiqués que depuis 2008. Ces liquidités servent aux banques pour prêter aux entreprises et aux particuliers. Le but de l'assouplissement monétaire est de stimuler l'économie en relançant les investissements dans les entreprises et permettre aux particuliers de faire du crédit immobilier et du crédit à la consommation. L'hélicoptère money consiste pour la Banque centrale à créer de la monnaie et la distribuer directement aux particuliers. Le père de cette invention est le grand économiste Milton Friedman en 1969. Cette pratique a été très longtemps considérée comme inenvisageable, mais dans le cadre de la pandémie, de plus en plus de voix s'élèvent pour son application. Dans les faits, toutefois, ce sont les États de la zone euro qui ont emprunté des capitaux massifs à la BCE, 1850 milliards à ce jour, et qui le distribuent aux particuliers sous forme de chômage partiel, de fonds de solidarité et d'aides d'urgence. Les États-Unis, par contre, ont mis en pratique l'hélicoptère money en distribuant un stimulus chèque. Le montant actuel est de $600 pour un individuel et de $1 200 pour un couple marié. Pour que nous puissions vivre sereinement notre avenir, ce qui va le plus compter économiquement, c'est de produire, d'investir et de consommer. Cela, tout le monde le sait déjà. Avant d'expliquer les enjeux économiques de cette nouvelle décennie, abordons d'abord un peu de théorie économique. Dans les reportages qui vont suivre, il y aura un dialogue récurrent entre deux personnes. Ils seront en quelque sorte les témoins de nos vies actuelles. Voyez ce reportage de Jean-Baptiste Coutelier. Dis-moi Caroline, c'est quoi pour toi cet objet ? Oh Armand, tu as de ces questions? C'est un billet de banque? Non, je dirais un morceau de papier. Ça y est,
Tu es reparti avec tes théories économiques. Tu expliquais quoi cette fois-ci? Moi? Rien que tout le monde sache déjà. Ceci est un billet de banque parce qu'il sert de moyen d'échange contre des biens ou des services. On oublie ça tellement, c'est évident. Mais comment en est-on arrivé là? On est toujours dans la 4e dimension avec toi. Ça doit remonter à l'enfance. De nos jours, bien sûr, personne ne remet en cause la légitimité d'un billet de banque, du moins dans les économies économiquement stables. La question qui se pose est comment ce morceau de papier est reconnu comme billet de banque. D'abord, parce que les citoyens ont confiance dans ce moyen de paiement. Si la confiance s'érode ou disparaît, plus personne ne veut l'utiliser. C'est déjà arrivé dans de nombreux pays et encore aujourd'hui. Par exemple, au Zimbabwe en 2008. Sans rentrer dans la théorie de la monnaie, il faut toutefois noter que la monnaie en circulation et la production doivent être en équilibre. Retrouvons nos 2 témoins. Julien, toi le grand théoricien. Heureusement que le gouvernement nous aide en ce moment. On peut consommer, mais bon, pas encore aller au resto. Écoute Amandine, t'es bien gentil, mais tu connais les conséquences. Si on nous donne trop d'aide, alors que des usines ne produisent plus et que des restos sont fermés, les prix vont augmenter. Alors là, je vais te cueillir. T'as bien vu qu'en 2008, il y a plein d'argent qui a été injecté dans l'économie. Les prix ont augmenté? Non. Et la raison, tu la connais. Aussitôt la crise passée, les usines ont recommencé à produire. Tu veux que je te dise? Quand les commerces vont réouvrir définitivement, je vais consommer à mort. Ok Amandine, c'est déjà ce que disait le grand économiste John Maynard Keynes à son époque. Si l'économie ralentit, il faut produire et consommer à mort pour retrouver le monde d'avant. Tu marques un point, bravo. Mais je crois que tu t'en foutais de l'économie. La différence entre toi et moi, Julien, c'est que je me pose pas de questions. Je vis. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, les experts en charge de la politique économique d'un pays doivent jouer les funambules entre 2 fléaux. L'inflation, qui est la hausse générale des prix, et la déflation, qui est la baisse générale des prix. La chance que nous avons aujourd'hui est que les banques centrales sont conscientes qu'il faut limiter l'inflation, mais qu'il faut aussi lutter contre la déflation. Pourquoi? Car ces 2 fléaux sont un frein au développement économique. Voyons dans un premier temps les ravages de l'hyperinflation, c'est-à-dire une hausse des prix de plus de 50% par mois des prix. Regardez ce reportage de Vincent Donofrio. Tu sais qu'en Allemagne en 1923, il fallait une brouette pleine de billets pour aller s'acheter un paquet de cigarettes. Ah oui, tu parles de la République de Weimar. Absolument. Le grand-parent ont essuyé les plâtres. C'est quand même bien de ne pas avoir connu la guerre depuis 75 ans. D'un autre côté aussi, heureusement que des gens sensés ont mené une bonne politique économique pour s'en sortir. Déjà à cette époque. Je suis d'accord. Je vais vous parler ici d'un exemple extrême de hausse des prix qui s'est produite en Allemagne en 1923. Il faut bien sûr une conjonction de circonstances pour qu'un tel événement survienne. Replongeons-nous dans l'histoire. Tout d'abord, l'Allemagne de cette époque est gangrénée par un climat de guerre civile attisé par l'extrême gauche et les nazis. Les grèves étaient fréquentes. Ce qui a provoqué l'hyperinflation est que le gouvernement allemand de l'époque, dans le but de ne pas laisser les travailleurs dans la misère, fait tourner la planche à billets à plein régime. Des milliards de marks sont imprimés toutes les nuits pour les distribuer aux ouvriers en grève. Un billet de banque, par exemple, était de 50 millions de marks. La monnaie allemande se décrédibilise à l'échelle du monde et pire encore en Allemagne même. Les Allemands se détournent de leur propre monnaie et utilisent les billets de banque pour se chauffer l'hiver car le bois était trop cher. Le danger est donc que la monnaie ne reflétait pas la richesse véritable du pays, c'est-à-dire sa production. Comme les usines étaient en reconstruction et que la production était proche du néant, une monnaie de transition, le Rentenmark, a été créée, en petites coupures cette fois, mais plus en milliards de marks. La population finit par adopter cette nouvelle monnaie et l'hyperinflation est stoppée. Retrouvons nos 2 témoins. Tiens, au fait, Armand, j'ai lu un article dans la Tribune hier disant que la BCE surveille de près la stabilité des prix en zone euro, en plein Covid. Ah oui, intéressant. Espérons que les prix ne vont pas s'envoler alors, dans les 2 ans qui viennent. Et même après d'ailleurs.
Passons maintenant à la déflation. La déflation, c'est la baisse générale des prix. Après le crash de 1929 aux États-Unis, le cours des actions baisse de 87% sur 3 ans. Les banques font faillite. Les entreprises ne peuvent plus prendre de crédit et donc d'arrêter d'investir. La conséquence est que pour écouler nos stocks résiduels, les entreprises baissent vertigineusement leurs prix. Cela a une conséquence désastreuse sur le comportement des consommateurs. Pourquoi acheter aujourd'hui alors que demain, ça sera moins cher? Cette spirale déflationniste va précipiter les États-Unis vers la Grande Dépression, avec plus de 30 millions de chômeurs. Heureusement que Franklin Roosevelt, le président de cette époque, va mettre en place le New Deal. C'est une politique de grands travaux qui consiste à aménager la vallée du Tennessee, aider les agriculteurs, instituer l'assurance vieillesse et l'assurance chômage. Tout cela pour relancer l'économie. Peut-on faire un New Deal aujourd'hui? C'est un reportage de Jean Dujardin. Alors quoi de neuf? Pas grand-chose. Figure-toi que j'ai un projet immobilier. Bon, je compte bien acheter, tu vois. Et quand je regarde les annonces, je trouve ça cher. Pourquoi tu n'attends pas? Oui, c'est ce que je me dis. Tu as un comportement déflationniste. Pourquoi je vais acheter maintenant alors que dans 6 mois ça sera moins cher? Je te vois venir. Déflation, baisse de production, chômage, grande dépression. Non, je vais aller directement à la conclusion. Green New Deal. Oui, là j'adhère. Il va falloir expliquer. Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, on ne dit plus ministère de l'écologie, mais ministère de la transition écologique. Et ça, depuis l'année 2020 en France. Soyons réalistes. Quel chef d'État sensé, avec ou sans conscience écologique, va renoncer aux énergies fossiles dans le monde d'aujourd'hui? Premier producteur de pétrole dans le monde, les États-Unis. Premier producteur de gaz naturel dans le monde, les États-Unis suivis de près par la Russie. Pire pollueur du monde en CO2, la Chine suivie des États-Unis et de l'Inde. Maintenant, prenons notre bâton de pèlerin et allons prêcher pour le Green New Deal. Le défi du Green New Deal, c'est quoi? Dans les grandes lignes, un réseau électrique dans les villes avec des énergies 100% renouvelables. Des véhicules, voitures et bus 100% électriques. Des usines fonctionnant avec des énergies renouvelables, des bâtiments chauffés avec des énergies renouvelables. Bien évidemment, tout cela n'est pas réaliste au vu de nos fortes dépendances aux énergies fossiles. D'accord. Et dans ce cas, voyons dans les faits les réalisations pour la protection de l'environnement dans les régions du monde aujourd'hui. La Chine, et oui, la Chine est leader de la révolution verte. Premier producteur mondial de voitures électriques, investissement massif dans les transports publics avec une flotte nationale de bus électriques, premier pays où il y a le plus de forêts dans le monde, leader dans la production d'électricité avec des énergies renouvelables devant les États-Unis. Les États-Unis et l'Europe ne sont pas à ce stade. Eh bien en fait, c'est mieux. Parce que s'il y a tout à faire ou presque, cela va créer de nouveaux emplois et relancer une économie. On en a bien besoin. Retrouvons nos 2 témoins. Donc le Green New Deal permettra d'éviter la déflation. En 1933, il y a eu la politique des grands travaux, le New Deal aux États-Unis. Ça a sorti des millions de gens de la misère. Ton raisonnement est un peu tiré par les cheveux. Et qu'on le veuille ou non, faudra bien passer à l'énergie propre. Au fait, tu as une nouvelle voiture? Oui, une Audi e-tron. J'ai vendu mon Audi A1. Je vois, tu te fais ta petite transition écologique perso. Je vais maintenant aborder un sujet délicat. Qui seront ceux qui vont voir leurs revenus grandement amputés dans le futur? Je suis désolé, mais ça sera les retraités. Pas les retraités d'aujourd'hui forcément, mais ceux de demain sûrement. Alors qu'est-ce qu'il est possible de faire? Voyez ce reportage d'Alain Alembert. Au fait, tu as déjà entendu parler des revenus passifs? Oui, ce sont des revenus que tu perçois, comme les loyers sur des appartes, ou sur des dividendes, etc. Oui, mais on confond souvent avec le revenu résiduel. Le revenu résiduel, c'est quand tu écris un bouquin, tu touches des droits d'auteur, et que tu touches ta retraite en même temps. Ou quand tu fais des vidéos de formation sur YouTube, et que tu comptes les vendre sur un site internet. Je connais un pote qui s'appelle Patrick qui compte faire ça. Tu vois ça, c'est une révolution dans le monde d'aujourd'hui. Plein de gens comprennent qu'il ne faut pas vraiment compter sur la pension de retraite
et continuer à travailler à leur rythme, dans le but de se faire un peu d'argent. Ah oui, je trouve ça cool d'avoir un revenu résiduel. Parlons de la retraite par répartition. La retraite par répartition, bien connue par une grande majorité de la population aujourd'hui, consiste à payer les retraites avec un petit pourcentage du salaire des gens en activité. Ce qui se passe sur le plan démographique, surtout dans les pays développés, est que la part des personnes âgées augmente fortement. Il va donc être de plus en plus difficile de maintenir leur niveau de retraite. Par conséquent, de plus en plus de gens se tournent vers des revenus résiduels, souvent par passion, mais aussi par esprit d'entreprise. Les exemples sont nombreux. Je vais énumérer 8 activités générant des revenus résiduels dans le domaine de l'Internet, l'immobilier, la finance, le commerce de détail et l'informatique. Ces activités sont formateur vidéo sur Internet, affiliateur, vendeur de produits de détail sur eBay, prêteur de particulier à particulier, investisseur sur actions, développeur d'APPS, investisseur en placement immobilier et investisseur sur obligations. Voilà, ce numéro spécial est fini. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau numéro. Ne partez pas tout de suite, regardez ces quelques secondes de la préparation de ce magazine.